UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Samedi dernier, on a appris là que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, c'est pas samedi dernier, excusez, samedi le 5 décembre, le ministre de l'Économie a affirmé qu'il rêvait que le panier bleu, financé par l'État là à hauteur de 4,12 millions de dollars, soit chez le géant américain Amazon pour favoriser nos commerçants. Et là, on va se poser la question ce matin avec Anne-Laure Gabriel, Laure Gabriel Chapnay, je sais pas le Anne venait d'où, mais bon, c'est Laure Gabriel. Salut Laure Gabriel, comment ça va? Salut Marjorie, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Ouais, c'est ça, je me disais, mais est-ce que ça, c'est une bonne idée? Moi, ça m'a fait un peu dresser le poil sur les bras. J'ai fait comme, hein? Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? Bref, j'ai fait appel à toi, je t'ai posé la question, mais qu'est-ce que toi, tu en penses, toi qui es dans le domaine du web depuis quand même quelques années? Donc, ben voilà, je te laisse le micro là pour que tu nous parles de ton analyse de cette situation ou de ce rêve, parce qu'on parle d'un rêve d'avoir le panier bleu chez Amazon. Ouais, je pense que malheureusement, ça va finir en dystopie, donc non pas une utopie, mais une dystopie. Je pense que malheureusement le gouvernement est pas assez bien renseigné sur les pratiques d'Amazon et sur la politique à long terme que ça causerait. Ouais, Laure, toi, quand t'as vu ça sortir, cette nouvelle-là, tu as cru à une fake news, là, c'est pas rien, là. Ouais, vraiment, là, j'ai dû faire des recherches pour me dire non, mais parce qu'en fait, je dois avouer que je n'écoute plus les revues de presse du ministre Legault. Je trouve ça trop anxiogène, en fait, par rapport à la pandémie, donc. Les conférences de presse, tu veux dire? Oui, les conférences de presse. Donc, je suis retournée aux médias plus traditionnels. Donc, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague, là. Ils ont investi, 1 million au printemps. Là, ils vont réinvestir 5 millions là-dedans. Il y avait déjà des initiatives privées qui décollaient. Ils ont pas fait leur benchmark, c'est-à-dire comme un peu leur étude de marché, leur étude comparative. Plutôt que de soutenir ces initiatives-là. Donc, ils ont monté une plateforme. Donc, en fait, à date, je suis allée dessus plusieurs fois. J'ai trouvé que c'était juste un catalogue. Ça rend vraiment d'intelligence particulière derrière. On peut même pas encore acheter dessus. En tout cas, c'est pas une plateforme transactionnelle. Donc, transactionnel, on peut acheter directement sur le panier bleu, c'est pas le cas, donc ça nous réfère directement au site web des commerçants. Ça sert pas à grand-chose, là. Tu sais, quand même, pour celles et ceux qui sont habitués là à magasiner en ligne, là, moi, je me dis que, tu sais, s'il y a pas l'option acheter en ligne, à part justement connaître les commerçants québécois, québécoises, faut quand même prendre le temps. Là, on sait que la friction est importante sur le web. Là, quand il y a une étape de plus, des fois, ça nous empêche de faire le chemin qui pourrait nous mener à un achat. Ça, c'est un bon exemple de friction dans le sens où on consulte le catalogue pour ensuite aller sur le site du commerçant, pour ensuite faire une transaction. Bref, c'est pas génial, là. Non, vraiment pas. Puis on arrive là-dessus. Maintenant, moi, j'ai regardé Tourtière du Lac pour Noël. Bon, ok, Tourtière du Lac. J'ai une tourtière de Terrebonne. Bah, j'aurais pas acheté une tourtière à Terrebonne. Enfin, moi, je suis de Québec, donc je vais essayer d'acheter local. Tu vas peut-être acheter une tourtine. Tu sais, cette fameuse tourtine qui remporte beaucoup de succès, le mix entre tourtière et tourtine. Là, je fais une petite aparté, mais ça pogne au bout. Je sais pas si t'étais au courant que ça existe, ça. C'est nouveau. Non. Ben oui, c'est un phénomène sur le web, que la tourtine. Mais bref, retournons à notre panier bleu. Bref, c'est pas parfait. Il y a une bonne volonté derrière tout ça, mais quand même, financé à hauteur de 4,12 millions de dollars, on pourrait s'attendre peut-être à un peu plus. Et là, cette lubie que ça se retrouve sur Amazon, en fait, c'est pour que les commerçants puissent vendre à l'international, par exemple. Ben, je comprends un peu la philosophie puis l'idée, la petite idée qu'il y a derrière, mais pour faire une annonce comme ça, il faudrait peut-être un peu faire ses devoirs à la base, là. Nous, on travaille depuis plus de 10 ans donc avec des clients. La façon dont ils nous parlent de Amazon, par exemple, fabricant et commerçant de meubles au Québec, donc ils vendent partout en Amérique du Nord. Quand ils passent par la plateforme, puisqu'on parle d'une plateforme vraiment avec Amazon, on parle pas d'un site web de vente, c'est vraiment une plateforme. Donc ils s'occupent de la logistique, ils s'occupent de beaucoup de choses là avec Amazon. Par exemple, quand ils passent ces commerçants-là passent par Amazon, ils n'ont pas du tout accès à leurs clients, donc ils ne savent pas exactement à qui ils vendent.
Et puis, des fois, ils voudraient mettre un coupon ou se présenter un peu mieux dans la boîte que Amazon envoie. Enfin, ils passent par les services d'Amazon. C'est strictement interdit. Les conditions sont extrêmement fermées avec Amazon. C'est qu'en fait, quand on passe par Amazon, c'est une royauté. Donc, en fait, on emprunte les clients à Amazon. Oui. Donc, on n'a pas le droit, on n'a pas accès à ces clients-là. On peut pas récupérer leur mail, on peut pas récupérer leur numéro de téléphone. Même pour le service à la clientèle, par la suite, ça se passe à travers Amazon. Ça se passe pas directement sur d'autres plateformes. Ah ouais, c'est Amazon qui veut garder les données, là, parce que ça constitue leur richesse, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est un peu le même principe aussi. C'est pour ça qu'on parle des GAFA, là. C'est le même principe que Facebook. Mm-hmm. C'est, ils te prêtent un utilisateur, ils te prêtent leur pôle de données d'une certaine façon. Ce qui est extrêmement néfaste. Par exemple, ils disaient, certains commentaires que j'avais vus tout au long des derniers mois, ils disaient, Amazon, Shopify, c'est bien un peu la même affaire. C'est pas du tout la même affaire. C'est ça, Shopify, c'est ça, excuse-moi, j'ai mal entendu. Amazon oui, et Shopify. En fait, Shopify, c'est une très, très grosse compagnie qui est cotée en bourse, donc ça te permet de te faire ton site internet. Mais tu peux, après ça, monétiser de toute façon tes clients. Donc, tu peux directement leur parler, tu peux directement leur vendre. Donc, le jour où, je sais pas, moi, Shopify, certaine façon, ferme ou est vendu, mettons Amazon ou peu importe, on s'en fout, mais tu gardes des clients. Ils sont à toi, tes clients. Donc, tu peux les exploiter, tu peux les mettre sur notre plateforme. Là, avec Amazon. C'est pas le cas. Tu peux bien mettre. Non, c'est pas du tout le cas. En fait, tu peux mettre tout ton argent pour promouvoir tes produits sur Amazon. Ils vont te prendre une cote de fou. Ça va être 20%. Enfin, cote, royauté, on va appeler ça une cote. Ils te prennent entre 20% et 70%. Sur les e-books, c'est ça. C'est un livre électronique. Incroyable. C'est énorme. Non, mais c'est ça. C'est complètement aberrant que le gouvernement veuille faire un partenariat avec Amazon, avec des données publiques, et même aucune vision, en fait, de ce que c'est. Et puis, Amazon, enfin, on peut lire quelques ouvrages sur Amazon, que ce soit autant des livres, des bibliographies, mais qui sont quand même avérées de la part des journalistes et tout ça. C'est hallucinant. Amazon, on sait pertinemment que Jeff Bezos, ce qu'il veut faire, c'est avoir une seule et unique plateforme au monde. C'est lui qui veut absolument arracher tout 100% du Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. Oui, absolument. Le directeur de son... Qui est toujours en place. Oui, exact. Oui, il restera là pour les prochaines années. C'est ça. Il y a plusieurs problèmes éthiques, d'ailleurs, qui ont été soulevés là au cours des années concernant la plateforme Amazon. Là, notamment, tu disais là les cotes ou les marges pour les fournisseurs. Là, ça, c'est un problème. Là. Il y a ça. Dès qu'il y a un produit qui fonctionne, par exemple, alors j'ai pas le nom là parce que j'ai pas eu le temps de faire correctement mes recherches, mais par exemple, il y a dans les différents livres que j'ai pu lire une compagnie en fait qui faisait des couteaux en Suisse. Ça marchait tempête, ça marchait super bien et tout ça. Puis à un moment, on s'est aperçu que ça marchait tellement bien là qu'ils ont dit on va renégocier la marge. Enfin, la cote. Le couteau. Donc, on va prendre plus d'argent étant donné que ça fonctionne bien. Exact. Exact. Ils font toujours le même prix, toujours aller voir le prix le plus bas. Et à un moment, ils ont dit, non. Mais ils n'avaient pas d'autre chose qu'Amazon. Donc, à un moment, ils ont dû payer jusqu'à temps qu'ils fassent faillite. Ah oui, pour vrai, ils ont fait faillite à ce point-là. Oui, ça fait complètement. Là, par exemple, il y a une autre compagnie, ça, par exemple, j'ai retrouvé le nom, c'est Diapers.com. Donc, à l'époque, je pense que c'était en 2009-2010, à peu près au moment de l'achat avec Zappos. Zappos, c'était les chaussures, là. Donc, cette compagnie-là, Diapers.com, c'est une entreprise dans la région de New York qui fait des boîtes pour les parents, pour les jeunes parents. Donc, couches, crème et tout ça, puis tu peux commander ça de façon assez récurrente, mettons au mois ou aux 2 mois, quelque chose de même. OK, donc ça arrive chez toi parce que c'est des produits justement que tu épuises, des couches, du lait, de la crème, tout ça, ça c'est pas permanent. Donc, des boîtes qui arrivent peut-être aux 2 semaines chez toi de façon automatique, c'est quand même une très bonne idée. Mais là, ils ont été saccagés par Amazon. Complètement saccagé. En fait, Bezos, du moins son CA arrive, puis ils leur disent, on veut vous racheter. Puis la compagnie dit, non, on est en forte croissance, ça va bien. Alors, on a une philosophie avec la compagnie, tout ça. Il dit, très bien, moi, je vous donne, alors, je sais combien de millions, mettons 3 millions. Non, on est vraiment pas prêt à vendre. OK, parfait. Ce qu'a fait Amazon, c'est qu'ils ont fait une plateforme, à l'époque, un sous-domaine, donc une plateforme un petit peu à côté de Amazon, mais brandée Amazon.
Puis ils ont vraiment cassé les prix. En fait, ils ont vendu à perte. Donc en fait, ils ont pris leur clientèle. Puis ils les ont mis sur la. Enfin, parce qu'ils avaient, ils avaient les coordonnées, ils savaient comment aller rejoindre la clientèle puisque cette boutique-là, Diapro.com, était déjà sur Amazon. Non, ils n'étaient pas sur Amazon. En fait, eux, ils avaient vraiment leur compagnie. C'est juste Amazon qui voulait les acheter. Puis je pense que oui, c'est ça. Diapro avait commencé à vendre un petit peu à travers Amazon, donc c'est comme ça qu'Amazon s'est aperçu que ça marchait super bien leurs affaires. Puis là, ils ont fait non, on veut vous acheter. Donc ils ont vendu à perte. Ils ont fait vendre à perte. En fait, sur la plateforme Amazon, ils ont vendu à perte. Donc ça a complètement saccagé cette compagnie-là, puis ils les ont achetés pour une bouchée de pain. Il y a aussi cette notion, Laure Gabriel, là, de crise écologique. Là, c'est quand même quelque chose, là, ça. On doit en parler. Ouais, on va en parler rapidement. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet. Pareil, je me dis, c'est pas possible. Quand j'ai vu ça il y a un an ou deux, c'est pas possible, c'est un fake news, mais non, c'est vraiment le cas. C'est qu'en fait, quand Amazon, mettons, il va prendre une télé Sharp et puis une télé, mettons, Dell, là, je connais rien sur les télés, mais bref, on va prendre deux choses comme ça, ou des Nintendo, ou des temps de même. À un moment passé 3 mois, c'est plus rentable en fait pour Amazon de garder ces produits-là dans la chaîne de logistique qu'ils ont. Donc maintenant, il y a une immobilisation de à peu près 3 mois. Au moins, Amazon dit à Sharp, Dell, puis Nintendo, ils disent reprenez vous avez 2 choix. Ou bien vous reprenez à tel coût donc nos produits, ou on vous offre un espace de stockage pour un autre coût. OK, et là, ils louent un espace pour stocker le matériel. Ouais, okay. Parce qu'ils ont des entrepôts de distribution et tout ça après. Et les compagnies, en fait, non, déjà que on les vend vraiment pas cher, on perd énormément, donc on perd à peu près 20 à 30% sur les produits normalement qu'on vendrait sur d'autres plateformes chez vous. Donc non, c'est pas possible, ça va faire en sorte que ça va nous coûter beaucoup trop cher, en fait, on va vendre à perte. Donc ce que fait Amazon, il fait OK, pas de problème, ils prennent les produits puis ils les détruisent. Ils les détruisent là, ils les mettent dans la poubelle. Ils les envoient à la poubelle, c'est ça. Puis ils payent pas d'écotaxe, ils payent pas toutes ces affaires-là. Non, ils les détruisent. Ouais, donc là, et c'est des produits qui sont totalement fonctionnels, on s'entend. Ouais. Donc à un moment, comme société, on veut quoi? On veut produire nos propres biens et services, puis après les envoyer, se créer comme, se démarquer comme vendeur. On a une place absolument incroyable au Québec, là. On est ouvert sur l'Europe, on est ouvert sur les États-Unis, on est en connexion sur les États-Unis, sur l'Amérique du Nord puis l'Amérique du Sud aussi, avec des défis de logistique et des défis de distribution d'affaires même, mais on a une place absolument incroyable au Québec là pour faire des choses. Et on est toujours vu comme des sous-traitants, des gens qui vont produire ou qu'on va se vendre à batterie là. Et que vraiment là, les décisions gouvernementales là-dessus ça marche pas. Et tu n'es pas la seule d'ailleurs à avoir soulevé cette problématique là quand cette nouvelle est sortie sur les réseaux sociaux là, ça a fait beaucoup jaser. Moi, j'ai un petit réseau là de gens techno, web, tout ça, puis la plupart des gens étaient comme qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette idée-là? Bref, il y a peut-être de l'éducation à faire là, monsieur Fitzgibbon il y en a peut-être manqué un bout, mais j'imagine que depuis que c'est sorti, ça fait quand même une semaine. Il y a des gens qui probablement lui ont parlé des problématiques liées à Amazon. Et là, on n'a même pas parlé des conditions de travail qui sont souvent quand même inhumaines. Ça aussi, ça fait l'objet là, de beaucoup d'articles, même de reportages vidéo. Les gens qui ont que 10 minutes de pause, par exemple, qui peuvent pas les prendre, qui sont monitorés quand ils vont aux toilettes. Bref, c'est vraiment vraiment déplorable. Beaucoup d'accidents de travail aussi. Donc, Laure Gabriel, là, on a vraiment un problème. Et ce panier bleu qui est un peu caduc, en tout cas, il faudrait l'améliorer, là. Oui, il faut l'améliorer. Est-ce que, justement, le gouvernement, c'est un peu son rôle public aussi, ce serait une certaine mutualisation des besoins des commerçants, donc des commerçants, moi, je pense que c'est vraiment des artisans qui produisent au Québec, et pas qui font du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils font juste des commandes en Chine, puis après qu'ils se font livrer. Ça, c'est un autre débat aussi qu'il y a eu avec le panier bleu, parce qu'à un moment, ça veut tout dire, puis rien dire, hein, enfin, surtout rien dire. Donc, c'est vraiment soutenir la production au Québec. Donc, c'est d'avoir peut-être une plateforme qui permet d'avoir un centre de logistique, un centre de distribution. C'est beaucoup plus large qu'il faut voir ça. Là. Surtout qu'en plus, actuellement sur le e-commerce, justement, c'est le shipping qui pose problème. C'est les infrastructures aussi d'hébergement des données. Donc, il y a plein de choses à faire là.
mais une fois de plus, on prend juste la pointe de l'iceberg puis on veut gérer la pointe de l'iceberg. Ouais. Et derrière le e-commerce, là, il y a la production, il y a la livraison, il y a les conditions d'utilisation, il y a les remboursements. Est-ce qu'on peut justement essayer de faire une mutualisation des besoins pour que on puisse bâtir des industries au Québec et non pas vendre à tout va. Essayons d'abord de faire vraiment du commerce local et après ça aller à l'international. Une fois qu'on aura développé le territoire québécois, après ça, l'expansion sera beaucoup plus facile. Effectivement. Alors, Gabrielle Châtenay de UXCO, merci beaucoup de nous avoir fait l'analyse de ce rêve que caresse Monsieur Fitzgibbon de voir le panier bleu, donc chez le géant américain Amazon. Je te souhaite une belle journée et surtout un bon temps des fêtes. Ben, merci à toi aussi, à tous les auditeurs aussi. Bon temps des fêtes. Bye bye. La brasserie artisanale La Korigane est fière de vous présenter l'émission Québec Réveil. La Korigane, 380 rue Dorchester, dans le quartier Saint-Roch. La Baratte qui vous a présenté Québec